Docteur Joël Mergui, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Merci Bonjour. d'être avec nous ce matin dans notre studio, de Studio Qualita. C'est la première fois que vous êtes ici, alors on vous accueille avec beaucoup de plaisir. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du consistoire et on profite avec beaucoup de plaisir de votre passage en Israël, de votre passage même à Jérusalem dans le cadre de ces vacances de fin d'année civile. Pour vous accueillir ici dans ce studio et pour vous interroger. On va dialoguer longuement des sujets qui sont à l'ordre du jour. Il y a de nombreux sujets, que ce soit de l'actualité brûlante, mais également l'actualité de la communauté juive en France aujourd'hui. Alors la première question, parce que ça a été véritablement l'actualité de ce mois de décembre, c'est Jérusalem et on vous a déjà vu, on vous a déjà entendu réagir à la déclaration de Donald Trump. Comment vous êtes monté au créneau, on vous a vu monter au créneau pour défendre Jérusalem. Pourquoi tant de mobilisation autour de Jérusalem ? Bonjour Daniel et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir pour moi d'être à Jérusalem et puis de découvrir ces studios, de découvrir ce lieu que je ne connaissais pas. Donc bravo et belle réussite à ce que vous faites, ici à Jérusalem. J'ai toujours dit dans ma mission communautaire que s'il y a un point sur lequel, en tant que responsable de communauté juive en diaspora, en tant que juif tout simplement, ne résidant pas en Israël, s'il y a un point sur lequel je considère que tous les juifs du monde ont le droit de prendre la parole, c'est Jérusalem. Et je considère, et je l'ai dit à plusieurs reprises ces dernières années, que l'un des grands défis qui s'offrent aux générations qui viennent, à notre génération et puis à celle de nos enfants, c'est la défense de Jérusalem comme capitale d'Israël. Je pense que nous avons vécu ces dernières années une volonté que n'importe quel observateur peut voir, de délégitimation du lien entre le peuple juif et Jérusalem. Et je crois qu'il faut saisir chaque occasion pédagogique pour redire, réaffirmer ce lien historique, pour redire un certain nombre de choses. Et là, Donald Trump nous en a donné une grande occasion, une occasion de redire des choses en France, de le redire par voie de presse, de les redire au président de la République, de les redire à un certain nombre de ministres, parce que je prends conscience qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas bien l'histoire de Jérusalem. Et je pense que sur ça, ceux qui ne nous aiment pas ont réussi une partie de leur défi, c'est de faire douter les gens, de donner l'impression qu'on a dos à dos des Arabes, des Palestiniens et des Israéliens, des Juifs, et que finalement, ça serait logique de partager Jérusalem. Or, ce que j'ai dit à Emmanuel Macron, le président de la République, quand il nous a reçus il y a quelques jours, je leur ai dit qu'il faut commencer l'histoire par là où elle a commencé. C'est d'abord la capitale des Juifs, d'abord la capitale d'Israël. Il faut le redire parce que c'est une vérité historique simple. Et après, si des négociations doivent amener à autre chose, c'est pas ma responsabilité de le dire. C'est au gouvernement d'Israël de le décider. Mais une réalité historique, on ne peut pas la remettre en cause. Et je suis très surpris qu'autant de nations démocratiques, voilà, après tout ce qui se passe ces dernières années, aient encore une hésitation à redire une vérité. C'est ça, parce qu'on a le sentiment que pour certains pays, on le voit par exemple pour les Américains, mais on le voit pour d'autres pays, eh bien, la réalité est claire. Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël, c'est le socle, on va dire, du peuple juif. Il n'y a pas de contestation. Mais on dirait qu'en Europe, il y a une sorte de préjugé, il y a une sorte d'idée préconçue, très solide que l'on n'arrive pas à défaire. Comment vous expliquez que ça soit tellement difficile de faire modifier les tendances et je dirais qu'on a véritablement le sentiment qu'il y a des gens de bonne volonté, on les a vus aussi s'exprimer. Hein. Je pense par exemple à François-Olivier Gisbert qui reconnaissent la réalité et d'autres qui semblent être prisonniers, on va dire, de certains concepts, de poncifs qui reviennent récurrents, comme ceux qu'on connaît au Quai d'Orsay et qui se répandent aussi à la tête de la République. On a du mal à convaincre Emmanuel Macron d'une évidence comme celle-là. Vous êtes en train de dire une réalité que nous vivons depuis des années. Je
pense pas qu'il y ait une explication claire. Je pense qu'il y a la politique, il y a la politique traditionnelle de l'Europe, il y a vraisemblablement, je ne vais pas donner une explication à leurs raisons qui ne me conviennent pas. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons vous avez l'impression de les avoir un petit peu influencés. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une fenêtre de tir qu'on avait le devoir de saisir. C'est pour ça que je me suis exprimé, qu'on est nombreux à s'être exprimés. Je crois que c'est un devoir de s'exprimer à ce moment précis, parce que le doute est dans les esprits de toute façon, et je crois qu'il y a les personnes de bonne volonté. Vous avez cité François-Olivier Gisbert. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, oui. Mais il y a une masse silencieuse qui a complètement conscience que Jérusalem est d'abord la capitale du peuple juif, mais qui a ensuite un petit peu peur de le dire clairement. Mais je considère, et c'est un peu mon axe, c'est de dire, il y a 15 ans, on avait peur de dire que le nouvel antisémitisme, c'était lié c'était un antisionisme qui venait du monde arabe et qui était une forme de début de djihadisme. On avait peur de le dire, je me souviens, quand on allait voir les préfets, les ministres, etc. Surtout, il ne faut pas donner les noms, surtout, il ne faut pas dire d'où ça vient. 15 ans après, on s'est rendu compte qu'on a perdu 15 ans et que maintenant, tout le monde le dit. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse, et c'est ce que je redis, la même erreur de ne pas dire une vérité. À partir du moment où on a dit aux musulmans que l'antisionisme et l'antisémitisme et le djihadisme étaient issus du monde musulman, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont commencé en tout cas à les prendre ces dernières années pour combattre à l'intérieur d'eux-mêmes ce djihadisme. À partir du moment où on dit au monde arabe, il y a une vérité qu'on ne pourra pas remettre en cause et qu'on ne pourra pas remettre en question, c'est que Jérusalem, c'est d'abord la capitale d'Israël. On négociera le reste, mais ça, on ne peut pas le remettre en cause. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra avancer. C'est ma conviction profonde, ça sera toujours mon combat. Je ne pourrais pas imaginer ma responsabilité communautaire sans ouvrir la bouche régulièrement sur Jérusalem, ce que j'ai fait pendant toutes mes mandatures. Et je suis persuadé qu'on est à la fois devant une possibilité de faire bouger les choses, mais à la fois devant une volonté politique internationale de nous empêcher de faire bouger les choses. Et donc là, il y a un combat idéologique, un combat de conviction, un combat sur lequel aujourd'hui la position des États-Unis peut permettre effectivement cette possibilité de réexpliquer les choses et de l'expliquer. On le voit en France, en politique, il y a toute une nouvelle génération qui est arrivée en responsabilité. Il y a des jeunes députés, des jeunes sénateurs, etc. Il y a toute une génération qui ne connaît pas bien l'histoire. Oui. Et si on pense que c'est fichu et qu'on ne dit rien, eh bien, on va passer à côté d'une possibilité de convaincre des personnes qui, si on leur explique bien ce qui s'est passé, bien la question de ce qui s'est passé en 47, en 48, de ce qui s'est passé dans les guerres d'Israël, je suis persuadé qu'on arrivera à gagner du terrain. C'est un long combat, il faut continuer à le mener. Alors, c'est Jérusalem et les préjugés dont je parlais au niveau des responsables français, européens. C'est aussi, je ne sais pas s'il y a là-dedans des relents d'antisémitisme, mais en tout cas, l'antisémitisme reste toujours présent et c'est un des combats majeurs que vous menez en tant que président du consistoire avec les autres responsables communautaires. Est-ce que ces 2 dernières années, on a assisté, après les attentats du Bataclan, après les grandes périodes de tension, à une sorte d'apaisement de ce point de vue-là, ou alors finalement cet antisémitisme, il est latent, il est présent, il existe dans les écoles, on n'en parle pas souvent, mais il existe et il reste extrêmement vivace? Je crois qu'il y a les deux. Il y a premièrement que l'antisémitisme, il continue à être là. C'est une forme d'antisionisme, d'antisémitisme. Il est présent, mais que parallèlement, il est très combattu. Je crois qu'il y a aujourd'hui une véritable réactivité des pouvoirs publics, et on l'a vu avec les différents gouvernements qui se sont succédés. On le voit à l'échelon même loco-régional, dans les villes, dans les départements. Il y a toujours des absences de réaction que nous spécifions, mais il y a majoritairement quand même des réactions. Ça serait malhonnête aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France. Il y en a, hein, et il continue à se développer. Mais ça serait également malhonnête de dire qu'on est dans le même état qu'il y a 10 ans, où finalement personne ne voulait le voir. Aujourd'hui, on est dans un moment où tout le monde en a conscience, et il y a une réactivité quasi immédiate de nos interlocuteurs quand une question concerne l'antisémitisme. Il y a un point quand même
sur lequel j'ai attiré souvent l'attention du nouveau gouvernement. Voilà, et des nouveaux est-ce pouvoirs que le publics. nouveau gouvernement est aussi réceptif que l'était le précédent? Oui, je pense qu'il y a une réceptivité et il faut voir avec le temps. Hein. Je crois que c'est un petit peu court pour avoir la réactivité. Il y a un point sur lequel mon insistance est grande, c'est qu'autant on a mis des outils de combat sur l'antisémitisme, ils existent, hein, autant sur la nouvelle forme, l'antisémitisme, qui est finalement reconnue, qui a été reconnue par Manuel Valls d'abord, puis par le président Macron, qui est l'antisionisme, on n'a pas vu encore suffisamment d'outils pour lutter contre l'antisionisme. C'est peut-être plus complexe, parce que la différenciation entre la critique d'Israël et l'antisionisme, c'est peut-être des choses difficiles, mais ça me paraît fondamental aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, de mettre en place également des outils de lutte contre l'antisionisme. Ça fera partie aussi des débats que nous avons et des combats que nous devrons mener. Alors, vous parlez d'une forme d'apaisement, hein, de cet antisémitisme dans certains domaines. Et on ne peut pas s'empêcher de comparer avec également l'Aliyah des Juifs de France. On a constaté qu'elle a grimpé de manière exponentielle presque au moment en 2015, on a traversé cette vague en France d'attentats. Il y a eu en réaction à l'hypercachère, ou même au moment de l'hypercachère, après Toulouse, après l'hypercachère, après tous les attentats. Et on constate que finalement cette Aliyah est en train peu à peu de se tasser. On parle de près de 3500 Juifs de France qui ont fait leur Aliyah durant cette année de 2017. C'est bien moins qu'en 2016. C'est encore beaucoup moins qu'en 2015. Vous y voyez une relation de cause à effet, ou alors, finalement, les réservoirs de candidats potentiels à l'Aliyah sont en train de s'épuiser ou de se réduire, à votre avis? Ce qui est toujours bien avec Daniel Haïk, c'est que dans les questions, il y a déjà toutes les analyses. Donc, j'avais prévu que le pic de Aliyah serait en 2014. Parce que après Toulouse, c'était évident qu'il y aurait un pic de Aliyah. C'était évident que le choc de Toulouse ferait une Aliyah. Et c'était évident que c'était pas ni en 2012 ni en 2013, parce qu'il fallait que les familles se préparent. Donc on était en mars. C'était difficile de se préparer à partir pour la rentrée suivante. Donc c'était la rentrée d'après. Et donc on a eu le pic de Aliyah justement qui a suivi Toulouse. Ensuite, il y a eu tout ce qui s'est passé qui a entraîné effectivement un mouvement très important de Aliyah. J'ai souvent parlé du réservoir de Aliyah. La Aliyah, elle concerne beaucoup, je ne vais pas dire seulement, parce que ça serait une erreur, elle concerne essentiellement les familles qui vivent dans la communauté, les familles qui fréquentent l'école juive, qui fréquentent la synagogue, qui sont dans la communauté. Elle concerne le noyau dur de la communauté. Et donc, effectivement, ce noyau dur, il n'est pas extensible à merci, donc il y a une grande partie de ce noyau, enfin en pourcentage, c'est très important, 10, 20, 30 000 juifs qui ont quitté la France ces dernières années, c'est très important par rapport à ce noyau de 100 000 ou 150 000 juifs qui sont des assidus de la communauté. Après, il y a à la fois certainement la prise de conscience du gouvernement. Rappelons-nous de la grande phrase de Manuel Valls au moment des attentats en disant « La France sans les Juifs ne serait pas la France ». Je crois. Je lui ai dit à plusieurs reprises que s'il n'avait pas eu cette réactivité, vraisemblablement, il y aurait eu encore plus de Juifs qui seraient partis. Oui. Je crois qu'il y a eu une prise de conscience de la communauté juive, que l'État était là, qu'il a mis des mesures de protection de l'ensemble de nos lieux. Il faut repenser tout ça, qui a certainement contribué quelque peu à limiter l'Aliyah. Il y a aussi, et je dois le dire ici à Jérusalem, et je l'ai dit aux différents responsables politiques israéliens, il y a aussi des échecs parfois de l'Aliyah qui nous reviennent. Il y a des personnes qui ont du mal à s'intégrer, qui ont du mal. L'Aliyah, ça doit bien se préparer. Donc, il y a vraisemblablement dans l'ensemble des Juifs de France beaucoup plus de gens qui ont envie de partir que de gens qui partent. Oui. Et dans ceux qui ont envie de partir, il y a une préparation qui se fait. Les gens savent qu'ils vont partir dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Ils se préparent soit par leur métier, soit par leur vie professionnelle. Donc il y a une organisation qui ne se fait plus dans l'urgence comme elle a été il y a quelques années, mais qui peut se faire sur un plus long terme et qui nécessite une plus grande coopération entre le gouvernement israélien, l'agent juif, l'organisation sioniste mondiale et tous ceux qui contribuent, et les responsables de la communauté juive en France, pour mieux coordonner effectivement cette arrivée des Juifs de France en Israël et leur intégration par les différents métiers, par le travail et par les différentes formes d'intégration qu'il faudra faire pour des familles et pour des enfants.
parce qu'il y a aussi toute cette difficulté que peuvent retrouver certaines familles à retrouver un système scolaire en Israël qui corresponde aux aspirations qu'ils avaient en France. Alors, vous avez, depuis le début de cette vague d'Aliyah, parlé d'une Aliyah intérieure. C'était votre slogan, c'est-à-dire qu'un juif qui partait devait être remplacé par un juif qui arrivait, on va dire, ou alors qui prenait, on va dire, conscience de son identité juive et qui peut-être allait remplacer sur les bancs de la synagogue ou ailleurs, dans des activités communautaires, celui qui était parti en Israël. Est-ce que ce slogan, il a été bien accepté? Est-ce que finalement, vous les voyez, ces juifs, faire leur aliyah de l'intérieur, des gens qui étaient, on va dire, à l'extérieur, dans le cercle, on va dire, plus éloigné de la communauté, rentrer à l'intérieur de la communauté, se manifester, se mobiliser, s'identifier avec la communauté plus qu'ils ne le faisaient jusqu'à présent? Au-delà d'un slogan, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Je crois qu'on ne peut pas être responsable d'une communauté juive en diaspora, et particulièrement en France, où on a un vivier communautaire énorme, sans se dire, sans prendre conscience qu'une grande majorité des juifs ne sont pas rattachés d'une façon ou d'une autre à la communauté. La moitié des juifs de France, je donne des choses très schématiques régulièrement, n'ont pas d'attache. Je ne parle pas que d'attache religieuse, n'ont pas d'attache à la communauté. Ce sont des juifs qui ne sont pas venus en Israël, qui ne vont pas à Kippour, à la synagogue, qui ne font pas Pessah, qui ne sont pas dans les cérémonies de Yom HaShoah. Donc c'est une partie importante. Je pense qu'au moment où des juifs quittent la France, ça nous remet en mouvement. Et ça nous redonne la responsabilité fondamentale de se préoccuper de ces juifs qui sont en périphérie et qui ne demandent qu'à revenir. Et je crois, parce que je le vois dans les chiffres, ne serait-ce que du consistoire de Paris, hein, mais c'est un bon moyen, un bon repère. Je vois que finalement, nos synagogues ne se sont pas, sauf à certains lieux, ne se sont pas désemplis, que l'activité communautaire continue. Il est certain que nous voyons beaucoup de juifs qui étaient plus éloignés se rapprocher de la communauté. C'est un mouvement qui continue, qui est pas suffisant. C'est sûr qu'il faut amplifier nos efforts. C'est pour ça que très souvent, avec Israël, notamment par exemple la mise en place d'Ulpanim que nous avons mis depuis 1 ou 2 ans, je crois qu'il y a des programmes qui nécessitent, qui sont gagnant-gagnant. Plus on aura de juifs qui fréquenteront la communauté, et puis on aura de candidats potentiels à la Aliyah demain. Si on laisse se tarir, on se dit finalement, occupons-nous des juifs qui sont dans la communauté. J'ai entendu ça d'Israël, oui, en disant, pourquoi vous faites de la Aliyah intérieure? Il faut laisser les juifs partir, c'est pas la peine de s'occuper des autres. Les autres, c'est très important qu'ils viennent enrichir le cadre communautaire, d'abord pour donner aux juifs d'avoir envie de rester juifs. Quand une synagogue se vide, quand une activité communautaire se dépeuple, ça donne moins envie, c'est moins palpitant. Donc nous devons continuer à avoir cette activité, y compris vivante, avec le soutien de l'État d'Israël, à votre avis? Ah, mais je crois que c'est la responsabilité aussi de l'État d'Israël d'aider au moment... vous voyez, l'État d'Israël, je le dis schématiquement, je le vois pour mes enfants qui sont là, elle a cueilli les fruits du travail de 50 ans de judaïsme français. C'est vrai, c'est une réalité. Est-ce qu'elle ne doit pas nous continuer à nous aider à planter des nouveaux fruits? Je crois que ça fait partie aussi d'une responsabilité réciproque, tout en accueillant ces fruits ici dans les meilleures conditions possibles. Mais finalement, et je vais peut-être vous poser une question un peu dure et abrupte, finalement, vous n'avez pas tendance à considérer que, en dépit de toute votre action, vous êtes le président du consistoire depuis de nombreuses années, eh bien, vous êtes un peu à la croisée des chemins dans une communauté qui est en déclin malgré tout, dans une communauté qui a moins de, on va dire, moins de représentativité qu'elle n'en avait avant, qui a moins de grandes figures, on va dire, et là je pense en particulier, on a revu ces derniers jours à l'occasion de la disparition du grand rabbin Josie Eisenberg, des émissions de la Source de Vie, on voyait des gens comme André Neher, comme Manitou, comme Lévinas, comme Elie Wiesel, qui étaient on va dire des piliers intellectuels de la communauté. On a du mal à les retrouver aujourd'hui et finalement on a le sentiment, en dépit de votre action au consistoire, d'une communauté qui est un petit peu orpheline de certains leaders, de certains guides, on va dire même de guides spirituels, de leaders qui soient capables de la porter, de la conduire vers l'avant. Vous avez ce sentiment ?
Oui, de toute façon, j'ai souvent dit qu'on devait, sur un terme qui ne plaît pas beaucoup, mais gérer la décroissance. Oui. On a été, je l'avais dit au président Sarkozy, je l'ai répété à Hollande et encore à Macron, donc je veux dire, en 3 mandats, ce que j'avais dit, et c'est de retrouver vrai, j'ai dit, au président Sarkozy, j'avais dit, on est au maximum numérique de juifs en France. Oui. On ira qu'en diminuant. Ça s'est avéré vrai d'année en année. Mais parallèlement, on est devant, et je pèse mes mots, le maximum de capacité de rapprocher des juifs vers l'intérieur de la communauté. Quand je parle de alliés intérieurs, c'est pas qu'un slogan. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé ces dernières années a piqué un certain nombre de juifs. Je suis persuadé, par exemple, parler de l'audition Josie Eisenberg, qui touchait aussi des juifs qui étaient avec une identité faible et très éloignée. Je suis persuadé que tous ces juifs, et je les ai entendus m'appeler, des personnes improbables, qui ont envie de se rapprocher de leurs racines et de leur identité. Maintenant, concernant le leadership, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Quand on redit les noms que vous venez d'égrener, ça serait difficile d'égrener les mêmes noms sur la génération. Mais c'est vrai dans la société de façon générale. C'est vrai en France, dans la société générale. Les grands leaders, alors on va citer De Gaulle, on va citer des grands noms, c'est difficile de les retrouver aujourd'hui. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans... je pense qu'aujourd'hui, on est dans une normalisation des personnalités, dans un monde où le leader n'est plus obligatoirement le notable, mais le militant. Et je crois que c'est un petit peu... on doit tenir compte, c'est vrai, dans la société israélienne. Et on le voit avec les crises que connaît Israël régulièrement. Est-ce qu'on retrouve les grands leaders que connaît Israël? Donc, on est devant une responsabilité du peuple juif qui est historique aujourd'hui de recréer des leaderships, de recréer des personnalités, de recréer des personnes qui savent parler au peuple, qui savent parler à la communauté, qui savent rapprocher les cœurs des gens des valeurs fondamentales. Je parlais de Jérusalem tout à l'heure, des valeurs du judaïsme, des valeurs qui font que nous sommes un peuple au moment où ça devient de plus en plus important, au moment où la moitié des Juifs du monde vivent sur la terre d'Israël et l'autre moitié, soit elle se disperse et elle se perd, soit on arrive à la faire revenir vers ses racines. Et je crois que c'est un enjeu fondamental de la société d'aujourd'hui. Cette crise, vous la ressentez aussi peut-être à l'intérieur du consistoire, au niveau des rabbins, du corps rabbinique? Est-ce qu'il y a une difficulté aujourd'hui pour pouvoir pourvoir aux communautés, leur fournir des rabbins qui soient des rabbins de qualité, qui soient des rabbins qui sont des leaders, qui les poussent et qui les encouragent dans la pratique des mitzvot, dans la pratique, dans l'identification avec le judaïsme? C'est un combat. Parce que bon, c'est un combat. Je vois que nous avons, dans le cadre du judaïsme français, il ne faut pas aussi le négliger, un certain nombre de rabbins de très haute qualité qui font un très gros travail. Et je pense que c'est notre responsabilité, effectivement, de continuer à œuvrer pour que davantage de personnalités, soit rabbiniques, soit intellectuelles juives, puissent s'affirmer et puissent passer leur message à l'ensemble de la communauté. C'est pour ça qu'on doit aussi se déployer dans un certain nombre de petites communautés de province. C'est pour ça qu'on a aussi quelque chose à dire aux Juifs qui arrivent en Israël. Et souvent, on me le dit, aux jeunes qui arrivent en Israël et qui ont besoin aussi de garder des repères. Je crois qu'il y a une composante d'un judaïsme... Puisqu'on vous parlait de ça, je pensais à un nouveau projet qui ne s'est jamais concrétisé, celui de créer une antenne du consistoire en Israël. Le moment n'est peut-être pas venu. Bon, d'abord, c'est un projet qui se réalisera d'une façon ou d'une autre et qui est en train de se réaliser par les différentes... J'avais surtout dit, et c'était il y a une quinzaine d'années quand j'organisais les grands voyages de solidarité avec le grand rabbin Citruc et le président Jean Kahn, paix à leurs âmes, c'était le moment où je prenais conscience qu'il y avait un judaïsme français, vous faisiez partie des personnes que je voyais régulièrement à ce moment-là, était en train de prendre corps en Israël et qu'il fallait lui donner des structures. Alors j'ai vu que c'était mes premiers projets. Je disais, il y avait le consistoire de France et d'Algérie, et il faudrait que ce soit le consistoire de France et d'Israël. C'était un peu un de mes slogans il y a quelques années. Puis j'ai pris conscience, au-delà des organisations qui se sont faites comme AMI, comme maintenant Qualita, j'ai pris conscience il y a quelques années, quand mon projet était presque mûr, qu'il y avait une volonté des Israéliens de se fondre dans la masse israélienne, de ne pas garder leur identité, des Français qui arrivent en Israël, qui me disaient non, l'intégration, c'est un peu d'oublier qu'on est Français ou de garder un petit peu ça. C'était pas... Et puis, ça a changé. Je le sens depuis ces dernières années. Les Juifs français ont davantage envie de garder
leur spécificité, de se retrouver dans des communautés francophones. C'était pas vrai. Rappelez-vous, c'était beaucoup moins vrai il y a 10 ou 15 ans. Et donc aujourd'hui, on est peut-être plus mûr à un moment de mieux synchroniser les communautés francophones, de recréer un modèle français de judaïsme français, parce que nous avons créé en France en 50, 60 ou 70 ans d'après Shoah, un modèle de judaïsme pratiquement extraordinaire dans son mode de fonctionnement, dans son mode d'éducation, dans son mode de transmission. C'est important de pouvoir le maintenir en Israël, le faire exceller en Israël. Donc il faut qu'il y ait des réflexions qui se fassent dans quel est le meilleur moyen de maintenir cette richesse sur la terre d'Israël. Alors, avant une dernière question plus personnelle, je voudrais quand même, puisqu'on a parlé de l'émission de Josie Eisenberg, vous êtes en tant que président du consistoire responsable de la succession du grand rabbin Josie Eisenberg, décédé il y a 3 semaines. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire qui va lui succéder, qui va suivre, qui va remplacer un homme qui paraît aussi irremplaçable que le grand rabbin Josie Eisenberg? D'abord, ça me donne l'occasion ici, dans ces studios dont je sais combien son fils, Marc Eisenberg, est à l'origine de tout ce mouvement Qualita, de rendre hommage à Marc, mais de rendre hommage aussi au grand rabbin Josie Eisenberg, qui a fait un travail exceptionnel pour la télévision, pour la connaissance et pour la transmission du judaïsme, qu'il a mis à la portée de tous les juifs et de toute la société française pendant plus de 50 ans. Et je m'étais, quand j'ai pris mes responsabilités, je l'ai croisé un certain nombre de fois, on a eu à échanger, et je lui avais dit ce que j'ai ressenti et ce que j'ai fait. Je lui avais dit, aussi longtemps qu'il aura envie de rester à la tête de cette émission, ça sera ma responsabilité de tout faire pour qu'il y reste. On a disons, respecté cet engagement parce que effectivement, il a su être le rabbin, mais il a su être le rabbin moderne, le rabbin à la disposition de la société en maintenant la ligne rabbinique. Il y a une réflexion qui est actuellement en cours pour voir comment alors le remplacer. Vous l'avez dit en un mot, ça sera très difficile de remplacer ce monument de la télévision, ce monument du judaïsme. Il faudra trouver le meilleur moyen ou les meilleures personnalités pour continuer le travail exceptionnel qu'il a fait. La télévision, c'est ce qui permet aujourd'hui de mettre le judaïsme, la Torah à la portée de la société, puis à la portée des juifs les plus éloignés. Je crois qu'il va falloir qu'on ait le bon axe pour pouvoir poursuivre cette œuvre. Alors la dernière question, je vous le disais, elle est plus personnelle. Vous l'avez mentionné, vous avez la plupart de vos enfants qui sont ici installés en Israël. Vous êtes à Paris en tant que responsable communautaire. Des fois, ça ne vous dit pas de venir vous installer ou de venir ici vous rapprocher de vos enfants et de vivre ici en Israël. Vous restez accroché à votre responsabilité communautaire? J'ai une responsabilité communautaire, j'ai aussi un métier, j'ai aussi des enfants et petits-enfants. On sait s'en occuper ici au Hub de l'emploi pour les équivalences professionnelles. Et des petits-enfants qui vivent aussi en France. Non, je crois que j'ai un cœur qui est partagé effectivement entre une communauté très riche qui est la communauté juive de France. J'ai une responsabilité aujourd'hui que j'assume. Je suis content d'avoir des enfants qui vivent en Israël, mais c'est un peu, je suis un peu comme une grande partie de la communauté juive de France, c'est-à-dire qu'on a une partie de notre famille en Israël, une partie en France, et je vois ça comme une forme de complémentarité, de pont qui se poursuit, qui se poursuivra. Alors, qui peut savoir quel sera l'avenir? Je suis heureux de venir leur rendre visite, et je suis aussi heureux de voir l'extraordinaire judaïsme français qui continue à se développer, et sur lequel je vous dis, il faut qu'on prenne conscience qu'on a une responsabilité, effectivement, de faire rentrer je donne souvent l'exemple de l'Arche de Noé, de faire rentrer dans l'Arche de Noé en cette période de tempête tous les Juifs qui vivent en diaspora pour qu'ils soient en tout cas proches dans leur cœur, et grâce à vos ondes, grâce à tout ce qui existe aujourd'hui comme moyen de communication, pour qu'ils soient proches de Jérusalem, proches de la terre d'Israël et proches des valeurs du judaïsme. Je crois que ce sont des messages très forts et qui commencent à parler à davantage de Juifs. Eh bien, Dr Joël Mergui, président du consistoire, merci beaucoup d'être venu ce matin dans notre studio. J'ai remarqué que vous étiez finalement le dernier invité de la rédaction de Studio Qualita de cette année 2017. Merci d'être venu ici dans notre studio. On vous souhaite, Shavua Tov, une bonne semaine.
Voilà, nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel qui va nous présenter sa chronique Un jour notre histoire.